Tout le monde se pose encore des questions sur les circonstances de la fuite extraordinaire ou rocambolesque de Nasser Djen, le général Nasser Djen. Comment est-ce possible? On ne peut pas répondre à toutes les questions. Dans cette émission, on va vous dire où est-ce qu'il se trouvait exactement. La localisation exacte de la villa dans laquelle il était placé sous résidence surveillée. C'est la résidence de Oued El Agha. La résidence de Oued El Agha, c'est une résidence militaire. Au début de la deuxième semaine du mois de juillet, il a été placé là-bas, dans une villa à l'intérieur de la résidence militaire de Oued El Agha. Il y a un grand barrage de la gendarmerie à l'entrée de la résidence, un contrôle de la gendarmerie. Une grande villa était mise à la disposition de Nasser Djen. Il avait une cuisinière, il était dans des conditions extrêmement agréables. Devant cette villa, il y avait au moins, selon nos investigations, 3 véhicules, des civils, c'est des agents civils de la DCSA. À l'intérieur de la villa aussi, il y avait 4 agents qui étaient en permanence avec lui, à l'intérieur de la villa. Et autour des espaces extérieurs de la villa, il y avait des guérites, c'est-à-dire des gens, des soldats ou des agents de sécurité ou des gardiens pouvaient être déployés au niveau de ces guérites. Donc c'était un dispositif sécuritaire extrêmement pointu. S'enfuir de ce site militaire, c'est extrêmement compliqué sans complicité, parce qu'avec les gendarmes entourés, après, c'est la forêt de Oued El Agha, la forêt de Zeralda, la réserve de chasse de Zeralda. Donc, cela signifie tout simplement que Nasser Djen a bénéficié de soutien. Tout le monde se pose encore des questions sur les circonstances de la fuite extraordinaire ou rocambolesque de Nasser Djen, le général Nasser Djen, qui était le patron du service secret algérien, notamment de la Direction générale de la sécurité intérieure, de 2024 à 2025, et patron de la caserne Antar, le cœur battant des services secrets algériens, de fin 2021 jusqu'à 2024. Nasser Djen, comment il a fui? Comment est-ce possible? On ne peut pas répondre à toutes les questions. Dans cette émission, on va vous dire où est-ce qu'il se trouvait exactement. Nous avons pu identifier au cours de nos investigations l'endroit, la villa exacte, la localisation exacte de la villa dans laquelle il était placé sous résidence surveillée. Alors, beaucoup de informations ont circulé dans la presse nationale et étrangère. Alors, certaines sources disaient qu'il était à Dali Ibrahim, d'autres qui disent qu'il était à Albière, etc. En réalité, je vous comprendre, il ne faut pas croire à n'importe quoi parce que une résidence surveillée, ça veut dire quoi? Une résidence surveillée, ça veut dire que tu es dans un site qui appartient au service de sécurité et que ce site, il est déjà contrôlé et sécurisé par les services de sécurité et on choisit une maison située dans ce site-là et on place quelqu'un en résidence surveillée. Auparavant, dans l'histoire de l'Algérie, par exemple à l'époque de Walid Boumediene, les personnalités qui étaient placées en résidence surveillée étaient dans des casernes, c'est-à-dire dans des casernes ou des sites militaires. En l'occurrence, Nasser Djen était confié à la Direction centrale de la sécurité de l'armée. Avant d'être, il faisait l'objet de poursuites, il devait faire l'objet de poursuites judiciaires qui seraient enclenchées par le tribunal militaire de Blida. Et en tant qu'ancien patron des services secrets, il avait le statut de militaire. Donc il devait être sur un site militaire. Les gens qui ont dit qu'il était à Dali Ibrahim, dans une villa, ou la bière, ou là dans une villa civile, dans un quartier où il y a des civils, n'a pas de sens. Ces informations n'ont aucun sens. À un moment donné, il faut être logique. Quand on rapporte des informations, quand on lit certaines informations, il faut que les Algériens et les Algériens utilisent leur esprit critique. Depuis quand on peut mettre un militaire en résidence surveillée dans un quartier civil? Il n'a jamais été dans un quartier avec que des civils. Nasser Djen était dans une résidence que personne, les gens la voient, la connaissent un peu, les Algérois. À Alger, les gens qui prennent l'autoroute à Zeralda ou là pour aller à Zeralda, ou là les habitants de Zeralda, ou là les personnes qui fréquentent les plages de Zeralda, les personnes qui fréquentent les hôtels de Zeralda, ou là les personnes qui empruntent régulièrement l'autoroute la rocade pour aller de Braheknou dans Zeralda jusqu'à Tipaza, etc. Ils connaissent cette résidence, mais ils ne connaissent pas son nom. Pourquoi? Parce que son nom, elle a gardé le nom, un nom qui date de l'époque coloniale, Oued El Agha. C'est la résidence de Oued El Agha. La résidence de Oued El Agha, c'est une résidence militaire. C'est une résidence militaire. Oued El Agha, c'est quoi? Oued El Agha, c'est un domaine, c'est une forêt qui existe depuis l'époque coloniale, qui a été utilisée pour la chasse et la villégiature. Après l'indépendance du pays, elle a servi à plusieurs usages. Elle était ensuite, à partir de 1984, notamment le décret 84-45 du 18 février 1984, il a transformé cette forêt en réserve de chasse. Et on l'appelait la réserve de chasse de Zeralda. Avant 84, on parlait de domaine Oued El Agha, qui était, depuis l'époque de la colonisation française, un terrain de chasse et de villégiature. C'est une forêt qui s'étendait sur 1078 hectares,
Donc 460 hectares appartiennent à la forêt domaniale d'Oued El Agar. Et la forêt domaniale d'Oued El Agar était connue depuis l'époque des colons, exploitée par les colons, etc. avant l'indépendance du pays. Après l'indépendance, elle est restée vierge et c'est le président Chedli Benjdid qui a transformé cette région en réserve de chasse pour faire des battues. Quand l'Algérie recevait ou invitait des chefs d'État étrangers ou des personnalités étrangères, on allait là-bas pour inviter ces personnes de faire de la chasse. Parce qu'il y a des animaux, il y a des chacals, il y a le chacal, il y a quelques animaux, il y a, par exemple, des mammifères, etc., des sangliers, etc. Donc, elle est devenue une réserve de chasse. Donc, quand l'État algérien a transformé la forêt domaniale de Oued El Agar en réserve de chasse de Zeralda, dans l'esprit des Algérois, on a commencé à l'appeler la forêt de Zeralda. Oued El Agar, le nom Hada, il a disparu. Sauf que chez les militaires, il n'avait pas disparu. Et en contrebas de cette forêt, juste après, à côté de la rocade sud, ce qu'on appelle nous l'autoroute, mais c'est pas une autoroute, c'est une rocade sud, c'est une voie routière plus rapide, un peu. C'est pas une route nationale, mais c'est entre l'autoroute et la route. J'essaie d'expliquer ça pour les Algériens qui ne connaissent pas Alger ou pour les étrangers qui ne connaissent pas un peu notre pays. L'autoroute, entre guillemets, Alger, Ben Aknou, jusqu'à Zerada, jusqu'à Tipasa, il y avait toujours une entrée. Ou de la bifurcation comme ça, avec toujours une plaque d'entrée interdite. Alors que la route existait. Quand on prenait cette route, on passait ensuite par un pont, on tombait sur une résidence. Il y avait des villas. Il y avait toujours des gendarmes. Il y avait des gendarmes qui gardent toujours. Il y avait un barrage de la gendarmerie qui empêchait l'accès à cette résidence. En réalité, cette résidence a été une résidence militaire qui existe depuis des décennies. Je n'ai pas la date précise, parce que l'existence de cette résidence, elle est un peu opaque, etc. Et les résidences militaires, les sites militaires, on a extrêmement du mal à retrouver les dates précises ou les informations les plus précises concernant leur fondation, leur construction, etc. Mais elle date, je pense, depuis les années 90, minimum depuis les années 90. Mais elle s'est développée. Et la résidence de Oued El Agar, elle a pris le nom de Oued El Agar en référence à la forêt domaniale de Oued El Agar, qui avait ce nom-là depuis l'époque de la colonisation, et juste après l'indépendance du pays. Les Algérois, peut-être qui ont une grande mémoire et qui connaissent bien l'histoire d'Alger, notamment les anciennes familles de Zeralda et des environs, peuvent en témoigner, peuvent en parler. Donc, la résidence de Oued El Agar, c'est quoi? C'est des villas qui ont été construites essentiellement pour le personnel et au gradé de la gendarmerie nationale, et au gradé de la garde républicaine. C'était surtout la garde républicaine et la gendarmerie nationale. Ensuite, elle est devenue une résidence militaire. Les directeurs du ministère de la Défense nationale, les généraux de l'armée, etc., ils venaient séjourner là-bas, où ils utilisaient ces villas pour du repos, pour des activités ou pour des résidences surveillées. Quand on voulait placer un militaire qui devait faire l'objet d'une enquête, quand on voulait le maintenir sous contrôle, quand il avait un problème avec sa hiérarchie ou son administration, quand il est soupçonné d'une grave affaire, etc., on les mettait sous résidence surveillée dans cette résidence qui était la résidence de Oued El Agar. La résidence de Oued El Agar, pourquoi elle n'est pas connue? Parce que une autre résidence lui fait de l'ombre. Juste en face, de l'autre côté de la route, etc., il y a la résidence présidentielle de Zeralda, qui a été créée en 2013. Et dans cette résidence présidentielle de Zeralda, elle est récente. Pourquoi? Parce que avant, les 3 villas qui ont été récupérées par la présidence algérienne à partir de 2013 pour construire et développer la résidence présidentielle de Zeralda, qui a abrité Abdelaziz Bouteflika juste après le 4e mandat de 2014 jusqu'à pratiquement 2010, jusqu'à sa mort, jusqu'aux événements de la crise politique de 2019, jusqu'à sa mort ensuite en 2021. Cette résidence présidentielle de Zeralda, elle appartenait à Sonatrach. C'était un complexe, c'était un hôtel et un complexe hôtelier de Sonatrach. Il y avait un terrain de tennis, une piscine, etc. 3 villas. Et Sonatrach l'utilisait, l'exploitait pour ses invités étrangers. Quand elle avait des délégations étrangères qui venaient pour travailler avec Sonatrach, pour les cadres étrangers des multinationales qui venaient collaborer avec Sonatrach, ou pour les hauts cadres de Sonatrach qui passaient des séjours là-bas, qui séjournaient, ou qui c'est devenu une sorte de colonie de vacances pour les enfants et les hauts responsables de Sonatrach. Après les scandales de corruption de 2010, le DRS, le général Toufir a récupéré ce complexe pour faire une résidence à la DRS, parce qu'en Algérie, les services secrets ont leur résidence, le MDN a ses résidences, et l'armée, le MDN a ses résidences, et la présidence algérienne a ses résidences. Le général militaire, c'est la présidence. La présidence en 2013, vu que Bouteflika a été malade, il a été hospitalisé à l'étranger, etc., Saïd Bouteflika et la famille Bouteflika ont développé le projet de créer une résidence isolée d'Alger. Genel Miter, c'était très proche d'Alger. Idlès,
t'as Ben Aknoun, ou habite en ce moment Abdelmajid Tebboune, elle est au cœur d'Alger, t'as Ben Aknoun. Donc il fallait une résidence éloignée, pas loin de la mer, à côté de la forêt de Zeralda, à côté de l'autoroute, qui garantissait la tranquillité et surtout la discrétion pour Abdelaziz Bouteflika qui commençait à être extrêmement malade avec l'AVC qu'il a eu et les complications au niveau de son état de santé. Donc ils ont aménagé, construit une nouvelle résidence présidentielle à Zeralda qui n'a pas cessé de se développer de 2013 jusqu'à la crise politique de 2019. Donc les gens ne connaissent pas la résidence militaire de Oued el-Aggar parce que elle est en contrebas, parce que elle est plutôt sur les hauteurs, elle est un peu sur les hauteurs de la résidence présidentielle de Zeralda. Et il y avait une route qui les séparait, un pont mais par exemple, pour accéder à la résidence militaire de Oued el-Aggar, on empruntait un pont et on pouvait observer ce qui se passait à la résidence présidentielle on pouvait voir très bien, on avait une belle vue panoramique sur la résidence présidentielle de Zeralda. Donc, comme la résidence présidentielle de Zeralda a été très médiatisée, très connue, quand Bouteflika et sa famille sortaient de là-bas, on bloquait les routes, quand les présidents étrangers venaient voir Bouteflika, on les emmenait à Zeralda. Donc la résidence présidentielle de Zeralda a fait de l'ombre après le dessus, et la résidence militaire de Oued el-Aggar a été complètement oubliée, elle est restée très discrète. C'est quelques dizaines de villas qui sont occupées que par les militaires. C'est là-bas où se trouvait Nasser al-Djen dès son arrestation, dès la deuxième semaine du mois de juillet. Dès la deuxième semaine du mois de juillet, pratiquement entre la fin de la première semaine et début de la deuxième semaine du mois de juillet, il a été placé là-bas, dans une villa à l'intérieur de la résidence militaire de Oued el-Aggar. Alors, les militaires, mais ils ont Oued el-Aggar. Voilà, on ne parle pas de Zeralda, on parle de résidence militaire de Oued el-Aggar. Alors, il y a un grand barrage de la gendarmerie à l'entrée de la résidence, il y a un contrôle de la gendarmerie. Ensuite, c'est-à-dire, on peut pas y accéder. Pour y accéder, il faut d'abord premier contrôle de la gendarmerie. Il faut donner sa carte d'identité, il faut être invité dedans. Il faut que les services de sécurité soient informés parce que les militaires qui sont là-bas, ils peuvent recevoir de la visite. Mais c'est un protocole à mettre en place. Il faut se déclarer, il faut s'identifier, il faut subir un contrôle, etc. Ensuite, on rentre à l'intérieur. Ensuite, selon nos investigations, une grande villa était mise à la disposition de Nasser al-Djen. Il avait une cuisinière, il était dans des conditions extrêmement agréables. Il n'était pas prisonnier, il était dans une résidence surveillée. Il avait une cuisinière qui lui cuisinait, etc. Devant cette villa, il y avait au moins, selon nos investigations, 3 véhicules, des civils. C'est des agents civils de la DCSA. Les gendarmes contrôlaient la résidence militaire de Oued el-Aggar. Et à l'intérieur, c'était la DCSA, la Direction Centrale de la Sécurité de l'Armée. Il y avait des agents civils, il y avait 3 véhicules. Donc quand Nasser al-Djen devait recevoir de la visite, des membres de sa famille, donc ils étaient fouillés, ils étaient contrôlés, etc. À l'intérieur de la villa aussi, il y avait 4 agents qui étaient en permanence avec lui, à l'intérieur de la villa. Donc c'était un dispositif sécuritaire extrêmement pointu. Donc, je résume, barrage de la gendarmerie et des forces de la gendarmerie. À l'intérieur, juste en face de la villa, au moins 2 à 3 véhicules qui étaient régulièrement stationnés des éléments de la DCSA. Et chaque équipe de la DCSA avait un chef. Et à l'intérieur de la villa où était logé Nasser al-Djen, il y avait 4 agents de la DCSA. Donc c'était extrêmement verrouillé. La villa était grande, grand salon, au moins 2 étages selon nos investigations. Il y avait aussi un grand jardin et autour des espaces extérieurs de la villa, il y avait des guérites, c'est-à-dire des gens, des soldats ou des agents de sécurité ou des gardiens pouvaient être déployés au niveau de ces guérites. Donc c'est un dispositif militaire extrêmement bien surveillé, bien huilé et bien élaboré. Donc c'est de là-bas où M. Nasser al-Djen il a pu s'enfuir. S'enfuir de ce site militaire, c'est extrêmement compliqué sans complicité. Parce qu'avec les gendarmes entourés, après, c'est la forêt de Oued el-Aggar, la forêt de Zeralda, la réserve de chasse de Zeralda. À moins qu'il a emprunté la forêt pour fuir, etc., c'est compliqué. En tout cas, pour sortir de la villa, sans que les 4 agents de la DCSA ne s'en aperçoivent, sans que les véhicules civils de la DCSA ne s'en aperçoivent, sans que les gendarmes qui surveillent la résidence ne s'en aperçoivent, c'est quand même extrêmement compliqué. Et c'est pas possible. Il faut qu'il soit fantôme, à moins qu'il s'est téléporté. Cette technologie n'est pas encore disponible ni dans le monde, ni en Algérie. Cela signifie clairement qu'au regard
C'est vraiment une résidence extrêmement sécurisée. L'accès à l'autoroute, il est fermé, il est surveillé et verrouillé. La sortie de l'autre côté, c'est la forêt domaniale de Ouadlaga ou la forêt de Zeralda. Bon, ben là qu'il a emprunté la forêt, je sais pas. En tout cas, pour sortir de cette maison, qui était grande et bien surveillée, avec autant d'agents civils et 4 à l'intérieur, 3 véhicules, on peut dire minimum, il y avait 6 agents de la DCSA qui le contrôlaient. Donc, cela signifie tout simplement que Nasser Al-Jun a bénéficié de soutien, d'un appui important au niveau de ses propres gardiens, au niveau de ses propres services de sécurité qui étaient chargés de le surveiller. Cela signifie quoi encore? Que Nasser Al-Jun, son sort, son emprisonnement, ou son futur emprisonnement, ou l'acharnement qu'il subissait depuis son limogeage ne faisait pas l'unanimité, ne faisait pas consensus au sein du régime, qu'au sein de l'armée, au sein des services de sécurité, au sein du renseignement militaire, parce qu'on oublie que c'est vrai que Nasser Al-Jun a dirigé la DGSI, mais c'est un ancien du renseignement militaire, c'est un ancien du SCORAD, le SCORAD il a été rattaché au renseignement militaire, dans les années 90 il a travaillé en tant qu'enseignant, il a fait sa carrière dans le renseignement militaire, donc il a beaucoup d'amis Nasser Al-Jun, il a beaucoup de partisans, il a beaucoup d'alliés, il a beaucoup de soutien au sein du renseignement militaire, donc c'est un coup qui vient depuis au sein de l'armée. Il y a des groupes importants qui se sont constitués depuis l'institution militaire ou au sein de l'institution militaire qui ont décidé de venir en aide à Nasser Al-Jun et à l'aider à s'évader. On ne s'évade pas comme ça de cette résidence militaire de Ouadlaga sans rien. On ne s'évade pas comme ça. Il y a eu de l'aide, il y a eu de l'assistance. Il y a eu une assistance précieuse qui lui a été fournie. Ce qui signifie, encore une fois, que la politique de Tebboune et de Shengriha, consistant à emprisonner tout le monde, et à faire taire tout le monde, et à écraser tout le monde, et à persécuter tout le monde, ne fait plus l'unanimité, elle est contestée en interne. Et quand cette politique elle est contestée, c'est que Tebboune et Shengriha peuvent être contestés en interne. Donc aujourd'hui, il y a une sonnette d'alarme. Il faut que Tebboune et Shengriha tirent les leçons. Bien sûr, ils ont le droit de traquer, de rechercher Nasser Al-Jun, parce qu'ils devaient faire l'objet d'une poursuite judiciaire. Bien voilà, ça c'est leur droit absolu. Mais je pense que leur devoir est d'abord de tirer les leçons de cette affaire. C'est que les gens à l'intérieur n'en peuvent plus de voir leurs collègues, leurs anciens chefs, ou leurs anciens interlocuteurs, ou leurs formateurs, ou leurs responsables, leurs anciens responsables directs, se retrouver tous en prison, déchus et emprisonnés. Parce que cette politique de Hogra, et les militaires la vivent comme une injustice. Ça fait 4 ans on a pôle, et je mets la politique d'emprisonner à tout va, elle va provoquer des graves dégâts pour l'Algérie. On m'a jamais écouté. On m'a insulté, on m'a dit, on m'a dit, ferme ta gueule, c'est pas ton affaire, Shengriha, c'est ce qu'il fait, t'es bon, c'est ce qu'il fait. Maintenant, le monde entier, la presse internationale commence à parler de cette évasion spectaculaire, faut le dire, parce que c'est un patron des services, de sa fuite, etc., de tout ce qui a été mis en place, le dispositif qui a été mis en place pendant plus de 48 heures pour bloquer, verrouiller Alger, etc., et empêcher les accès à la capitale, on a emmerdé les Algériens pendant, car on les a effrayés, pas emmerdés, on les a effrayés, des barrages partout, des forces de la gendarmerie, de la DCSA, de la police, des points de contrôle, des checkpoints, des chiens renifleurs, des bus fouillés, des véhicules fouillés. Donc ça a impressionné pendant 48 heures, on a impressionné et effrayé la population. En réalité, le pouvoir avait... Je comprends pourquoi le régime Tebboune a paniqué. Parce que s'il était dans le cadre d'une surveillance stricte. La résidence militaire de Ouadlaga, elle est extrêmement stricte, bien surveillée. Donc, c'est qu'il y a eu une révolte de l'intérieur de l'institution. Et c'est cette révolte qui a alimenté leur peur et qui alimente encore une fois leur peur et leur angoisse.